Alors, l'épargne de précaution, pour moi, vraiment, le livret A, assurance du fonds euro, voilà, c'est clairement les deux meilleurs, les deux premiers levels. Après, si on veut aller un peu plus loin, je ne nommerais pas ça épargne de précaution, je nommerais ça plus épargne liquide, on va dire. Ouais. Le compte titre, ça peut être pas mal parce que c'est quelque chose voilà, de très liquide. Il n'y a pas tu sais, cet avantage fiscal au bout d'un certain temps, c'est 30% tout le temps sur tes gains. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors, on assiste pour cet épisode au coming out de MBZ. MBZ, also known, a.k.a. Mon Budget Zen, et désormais also known as Thomas Creton. Voilà. Salut Thomas, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ouais, merci de venir jusqu'à chez Cosa Vostra pour cet épisode-là. Merci à toi de m'inviter. On fait venir toute la France en ce moment... pour la Martingale, c'est cool. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est passionnant, nécessaire, je dirais, parce que peut-être des gens qui skippent un peu cette étape, et pourtant c'est peut-être vraiment la première à ne pas skipper. Complètement. Est-ce que... Et bon, alors c'est pas hyper actif, tu vois, c'est pas le truc sur lequel tu as envie c'est pas exotique, l'épargne de précaution, donc le sujet du jour. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en première couche, quoi, dans son épargne. On est d'accord ? Complètement. Déjà, en fait, faut se poser la question, quand on veut investir, il faut être prêt. Enfin, souvent, l'investissement, c'est pour du long terme, et pour éviter de faire des erreurs et de devoir vendre en panique en général, quand on parle de bourse ou même d'immobilier, il faut avoir une épargne de précaution, donc ce matelas de sécurité pour pouvoir investir sereinement. Et pour ça, c'est vraiment important dans un premier temps d'avoir quelque chose de disponible. Enfin, vraiment, le premier critère, on va dire, sur l'épargne de précaution, ça va être la liquidité. Et la première, on va dire, étape... Attends, tu vas trop vite, Thomas. 2 secondes, parce qu'il faut que tu m'expliques. Je veux en effet qu'on rentre dans le détail de ce que c'est que cette épargne de précaution, de pourquoi avant peut-être, mais aussi et pourquoi toi, Thomas, puisque tu me disais juste à l'instant, c'est pour ça que je dis on est au coming out, parce qu'en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, avec Mon Budget Zen, t'étais un peu masqué, quoi, comme les Daft Punk. C'est ça, voilà. J'étais bridé. Parce que tu étais salarié, et que c'était une activité en plus, et aujourd'hui, tu fais ça full time. Pourquoi toi, t'es avec Mon Budget Zen, qui est un podcast aussi d'ailleurs, légitime à me parler de ça? Parce que ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne des particuliers sur la gestion de leur budget, principalement. Okay. Et puis maintenant, pour démarrer certains investissements. Et voilà, j'ai commencé, donc en fait, il y a 2 ou 3 ans, à avoir cette idée de projet d'activité complémentaire, en plus du salariat. Et j'ai constaté, en fait, que dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes qui avaient un salaire plutôt correct et qui n'arrivaient pas à réaliser leur projet de vie. Et j'ai commencé à expliquer un peu à mon entourage comment gérer son argent et comment pouvoir épargner de manière sereine, même avec leur salaire identique. Quelles sont-elles ces principales causes ? Pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir leur projet de vie ? C'est parce qu'il n'est pas clairement écrit ? C'est ça. Je pense que la première raison, c'est souvent qu'ils n'ont pas de pourquoi. Parce que souvent, la personne qui n'a pas de pourquoi épargner, s'il n'a pas d'objectif de vie, il se paye des Nike, quoi. Voilà, c'est ça. Il va se payer le dernier iPhone, il va tout flamber quand il sort, il va payer les tournées à tout le monde. Enfin bref, il va dilapider son argent. Tu sais quoi, le pire, c'est qu'il y a des gens qui font tout l'inverse aussi. Je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, mais il y a des gens qui, je pense, n'arrivent pas à atteindre leur projet de vie. Alors peut-être déjà parce qu'ils en ont pas vraiment, mais aussi parce qu'ils économisent tout et ils dépensent rien, ou ils investissent rien. Ça c'est un autre gros problème. Hein? Ça c'est le problème un peu inverse. Ouais, c'est ça. T'en as vu déjà? Ouais. J'en ai déjà vu, mais c'est vrai que c'est pas forcément moi
ce qui m'a fait m'a donné envie, on va dire, de créer ce projet. Ceux-là, et ils sont d'aider les full gens. épargne de précaution, en fait. Ouais. Ils ont tout dispo, il y a C'est rien ça. de bien investi. Et du voilà. coup, c'est dommage parce qu'en plus, bon, on en parlera certainement après, mais avec l'inflation, du coup, ils perdent de l'argent sur Ouais. le long terme plutôt que d'en gagner, En quoi. voulant être trop sécure, C'est ça. finalement, tu sécurises rien et tu perds de l'argent. C'est ça. Ok. Et ouais, donc pour en revenir à la création de mon budget zen, ça a été un constat de voir que voilà, dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui gagnaient plutôt bien leur vie, mais qui étaient assez frustrés de pas pouvoir faire de projet de vie. Et voilà, moi j'ai voulu un petit peu les aider à leur montrer comment mieux gérer leur argent, mieux épargner, et surtout les aider à définir leur projet de vie pour leur donner l'envie, la motivation d'épargner. Et voilà. Et après, une fois qu'on a son pourquoi, c'est là où tout l'intérêt de la gestion budgétaire, on va dire, intervient. Parce que c'est une fois qu'on a son pourquoi et son objectif de vie défini, qu'on va pouvoir mettre en place des méthodes, d'une part pour gérer son budget, d'autre part après pour épargner, et ensuite dans un second temps pour investir. Alors, commencions par pourquoi, telle est la question. C'est quoi son pourquoi ? Je pense qu'il y a les objectifs de vie, c'est vraiment la base du pourquoi. Alors, je vais te donner un petit peu mon exemple. Simon Sinek, je cherchais, mais tu connais la vidéo Start with Why ? Ouais. Donc ça, c'est celle qu'il faut regarder. Il y a évidemment un livre aussi, commencé par le pourquoi. C'est pour ça que j'utilisais cet auteur et voilà, conférencier Simon Sinek, S-I-N-E-K, à lire absolument. Je veux dire, c'est un no-brainer pour le business, tant pour la partie perso, quoi. Et donc il y a une grande vidéo, un TED qui date de 2009. Ça doit être le premier TED que j'ai vu. Ça dure 18 minutes. Et voilà. Mais donc, je te laisse reprendre et m'expliquer comment tu accompagnes toi aussi sur ce sujet-là. Parce que moi, je le vois plus d'un point de vue business généralement que d'un point de vue perso. Mais ouais, ce que j'allais te dire, c'était, tu vois, je me suis fait la réflexion sur ma propre expérience, en fait, où, en fait, moi, au début, je gérais pas forcément bien mon argent. Et en fait, une fois que j'ai eu une vraie raison d'épargner, donc ça a commencé en 2014, en fait, avec le souhait de faire un voyage en Amérique du Sud. Et forcément, tu vas te faire un voyage de 1 an en sac à dos. Il te faut pouvoir survivre là-bas. Et dès que j'ai eu ce pourquoi, là, j'ai commencé vraiment à mettre en place des méthodes, des stratégies pour épargner. Ok. Alors, juste c'est important, je te pose là-dessus, parce qu'en effet, dans le pourquoi, surtout sur pas mal de business, souvent tu vas chercher derrière. C'est-à-dire, pourquoi ce voyage en Amérique du Sud, tu vois. Et là, non, on peut quand même s'arrêter à pourquoi j'économise, tu vois, juste pour me payer telle ou telle chose, etc. C'est pas genre, pourquoi tu veux une Ferrari, absolument. Qu'est-ce que tu veux montrer? Alors, explique-moi. Ok. On va pas dans la psychanalyse. On reste quand même sur un truc. Voilà, pourquoi j'épargne, j'ai un objectif et je veux l'atteindre et je mets les choses en place pour l'atteindre. Très bien. C'est ça. Donc ça peut être un projet de vie comme pour moi ça a été un voyage, mais dans ce temps quand je suis revenu du voyage, j'ai eu un autre objectif qui était plus axé investissement, qui était je voulais investir dans l'immobilier. Pour investir dans l'immobilier, on sait qu'en général il faut au moins apporter les frais de notaire, donc il faut pouvoir avoir cet apport de dispo. Même si après, on peut aussi toujours dire qu'on peut emprunter sans frais de notaire, mais en général, c'est de moins en moins le cas quand même. De moins en moins. Ce qu'on appelait l'emprunt à 110%. Tu empruntais à ta banque les frais de notaire, les travaux, et ça c'était il y a 4-5 ans, ça se faisait assez aisément. Et c'est de plus en plus moins compliqué. Facile, ouais. Et donc voilà, et donc ça peut être n'importe quel pourquoi, ça peut être objectif de vie, ça peut être même objectif d'investissement, et puis si tu veux aller plus loin, et tu as dû recevoir des gens de ce type, je sais que tu as reçu Victor Laura de Fire, où ça peut être la liberté financière comme objectif, qui va nous permettre, on sait que si on veut atteindre la liberté financière, il faut avoir une capacité d'épargne maximale pour investir au maximum et pour pouvoir après avoir des revenus passifs au plus tôt, quoi. Ouais, revenus passifs, donc je rappelle, sont des revenus sur lesquels qui tombent tous les mois ou tous les trimestres et sur lesquels tu ne travailles pas, quoi. Qui viennent de tes actifs, donc voilà, des loyers, des actions ou des tas de choses comme ça. Donc voilà, je vous invite en effet à écouter les épisodes avec Victor Laura sur le mouvement Fire. Très bien. Et là-dessus, évidemment, tu peux avoir plusieurs. Alors toi, tu dis pourquoi. Je pourrais appeler ça aussi des targets, des objectifs, des goals, quoi. Et tu peux en avoir plusieurs parce que quand tu te dis je veux
investir et acheter un appartement et payer l'apport pour les frais de notaire, par exemple, tu peux aussi quand même vouloir te payer des vacances, tu vois, Bien sûr. vouloir, voilà. Donc l'idée c'est que ça. En revanche, ok, moi ce qui a changé il y a quelques années, c'est que je faisais des grosses masses, tu vois, vaguement je me disais il y a ça, et puis bon, en fonction j'ai arrangé mon budget. Les vacances notamment étaient souvent un peu un tampon, quoi. S'il y avait pas mal d'argent, je me payais des belles vacances, puis il y avait pas trop d'argent, tu vois, quelques mois avant les vacances, bon bah j'allais juste voir mes parents en Corse, puis c'était bien, c'était très bien d'ailleurs. C'est déjà des vacances. Ouais, c'est vrai. Tu connais pas mes parents. Non, maman, ça bon, elle écoute Génération Do It Yourself, mais pas la Martingale. Ah bon, ça va alors. Je peux dire autant de conneries que je veux ici. Et j'ai appelé ma maman ce matin. Vous appelez votre maman? T'appelles ta maman? Bien sûr, j'appelle ma maman régulièrement. Bon, pas ce matin. Mais... Et votre papa aussi, d'ailleurs. N'oubliez pas votre papa, parce que toi et moi, on va se retrouver dans des cornérités. Revenons au sujet du jour. Mais c'est de l'épargne de précaution aussi, ça, c'est pour l'avenir. Une fois ce que je voulais dire, c'est que les écrire et les mettre des montants en face, ça change tout. Juste déjà, le faire, je pense que c'est une stratégie importante, non? Ah, complètement. Moi, c'est un truc que je fais depuis quelques années avec ma femme. Hein. Tous les ans, on se pose en fin d'année et on écrit nos objectifs pour l'année. Donc, ça peut être les objectifs de vie, hein, enfin, des objectifs pour la famille, machin, mais ça va être aussi des objectifs financiers. Combien on veut épargner cette année? Qu'est-ce qu'on va se payer aussi cette année? On veut se faire un voyage à tel endroit. Donc, voilà, on l'écrit. Et je pense que le fait de se poser et de les écrire, et dans l'idéal, hein, si on est en couple, de le faire à deux, c'est forcément mieux que de le faire de son côté, par exemple. Ta femme est indépendante aussi? Non. Ok. Elle est salariée. Combien on va se payer? C'est un truc d'indépendance. Ouais. Tu peux me donner tes objectifs? Bien sûr. Objectif depuis... Alors, j'arrive à épargner depuis quelques années. Alors, quand j'étais salarié... Les montants, t'es pas obligé. Si tu me les donnes, c'est bien, mais en tout cas... Ouais, non, j'ai pas de souci avec ça. Je l'ai déjà dit. Donc, en tant que salarié, j'arrive à épargner 10 000 euros par mois. Par mois, pardon. Putain, par an. Bon salarié, le mec, le mec, c'est Goldman Sachs ou chez... Okay. Pardon, par an, excuse-moi. Et du coup, en tant qu'indépendant... Ce qui est pas mal en net quand même. Ce qui est bien, hein, parce que voilà, j'avais un salaire qui tournait autour de 2005 par mois. Oui. Donc voilà, ça fait à peu près 30% de mon salaire que j'arrivais à épargner. Et c'est un petit peu ça aussi, tu vois, que je mets en avant à la fois dans mes coachings et à la fois même dans les formations que je propose. C'est ce côté-là, avec un salaire qui est pas, alors que je considère moyen, alors c'est pas un bas salaire ni un haut salaire, qu'un salaire, je pense, assez moyen, surtout en région parisienne, on peut le faire et sans forcément se priver. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que tu sortais, tu te fais payer des vacances correctes. C'est ça. Tu te privais pas. Je me privais pas. Alors, certes, je vivais pas dans le luxe. Je vais pas te mentir, hein, je me payais pas des vacances au Club Med, machin tout ça. Mais après, parce qu'aussi, j'ai un esprit un petit peu aussi de baroudeur où j'aime bien un peu l'aventure. Donc forcément, ça coûte moins cher en vacances aussi. T'as pas d'enfant aussi. Alors j'en ai un depuis 1 an et demi. Donc maintenant, c'est un peu plus différent. Alors, tu vas reconsidérer le Club Med. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, et c'est vrai que j'ai ce côté-là où j'arrive à épargner. J'arrive toujours à épargner sans forcément me priver, enfin sans forcément se priver dans ma famille. On arrive à partir. Enfin bon, je raconte un peu ma vie, mais ma femme est colombienne et on part tous les ans en Colombie et ça ne nous empêche pas de le faire malgré l'épargne qu'on arrive à mettre de côté, quoi. Oui, bien. Alors, très bien, et merci pour tout ça. Et donc là, tu as d'autres projets en ce moment, par exemple, justement, d'achat d'IMO ou de je sais pas, d'autres invests. Ton épargne de précaution, typiquement, on va revenir sur ce sujet juste après, mais elle est réglée. Ouais. Ok. Ça, en fait, moi, je pars d'un principe que sur l'épargne de précaution, on va dire le premier niveau, qui est le côté qui doit être safe, dispo tout de suite en cas de coup dur, il faut se fixer un objectif maximum. Et ça sert à rien d'aller au-dessus. Parce que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, surtout avec l'inflation, surtout en ce moment, qui, si je dis pas de bêtises, autour de 4-5% en ce moment, et un livret à 1%, voilà, on s'appauvrit assez rapidement. On perd 3%, si tous les ans t'as mis 100, à la fin, il t'en reste 97, quoi. Juste le calcul est là. Hein, c'est ça, tout simplement. Et donc, en avoir trop, ça ne sert à rien. Donc, je pars du principe qu'il faut se fixer un montant max, et tout ce qui est au-dessus de ce montant max, l'investir. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai un montant maximum. Si j'ai un coup dur, un accident, enfin bref, une grosse dépense imprévue qui arrive, où je vais aller taper dans mon épargne de précaution, donc notamment, enfin l'épargne de précaution, la première couche qui est le livret A, ma priorité, ça va être déjà de la reconstituer.
Là, on parle généralement de quelque chose qui est de l'ordre de 6 mois de salaire, c'est ça à peu près? Net ou pas? Alors, en général, on recommande minimum 3 mois. 3 mois. 3 mois de salaire. On dit entre 3 et 6 mois. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça va dépendre de ta situation, en fait. Ça va dépendre de ta situation. Si tu es célibataire, locataire, sans animal, sans enfant, tu n'auras pas le même type d'imprévu qu'un père de famille avec 3 enfants, 2 chiens et un propriétaire, tu vois. Il a et mis 2 voitures. l'animal au niveau de l'enfant, hein, ça me choque. Mais il a même dit l'animal avant l'enfant. Le mec a des chats, je pense. Mais bon. Même pas. Mais parce que je sais que ça peut coûter cher en tant qu'imprévu un animal. Mais voilà. Il suffit de le laisser au bord de la route. J'adore les animaux. Je suis l'ami des chiens. On va se mettre à dos tous les gens qui ont des animaux. Et donc voilà, et c'est pour ça que tu vois le montant de l'épargne, le côté des 3 mois ou 6 mois, ça va vraiment dépendre de ta situation. Parce que voilà, on parle des animaux, des enfants, mais par exemple une voiture, tu vois, si tu as 2 voitures dans la famille, si tu n'en as pas, ton potentiel imprévu, le coût de tes imprévus est pas du tout le même, quoi. Et tout dépend aussi, pareil, de cette dépendance à la voiture. Ce que je veux dire, c'est que si tu as 2 voitures parce que c'est du luxe, parce que tu te fais plaisir ou je sais pas quoi, mais que bon, il y en a une qui marche pas, bon, tu prends le métro, bon, bah, c'est pas si grave. Tu peux quand même continuer à vivre. Si en revanche, tu habites dans un endroit où tu as besoin de ta voiture pour bouger, bah, tu dois rentrer ça en considération dans ton épargne. Et t'as pas le choix, ouais. Ok. Donc, et il y a des, je sais pas, des moyens, des calculateurs pour une sorte de, il pourrait y avoir un truc comme ça, te dire, attends, t'as quoi? T'as des enfants, des voitures, t'as vraiment besoin de ta voiture, t'as telle et telle chose pour dire, ok, c'est tant ton épargne de précaution? Alors, non, pas à ma connaissance, mais ça peut être une très bonne idée, tu vois, de voilà, business. Bah, je sors l'épisode, tu vas sortir un fichier Excel, c'est bon. Tu me donneras le lien. C'est ça, qui calcule, mais c'est vrai que c'est pas bête du tout, parce que, bah, ça permettrait, ouais, tu vois, d'estimer le montant. Alors, je pense que c'est bien de raisonner en salaire plutôt qu'en montant, on va dire, en valeur numérique, hein, parce que, voilà, en fonction de... Enfin, je trouve que c'est bien de raisonner en salaire parce que, suivant ton salaire, tu vas avoir aussi un niveau de vie et le matériel qui va être associé à ton niveau de salaire. Par exemple, quelqu'un qui va gagner le SMIC, il va pas rouler en général dans la même voiture que quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois. Donc, l'imprévu associé, il est proportionnel en général. Pareil pour le logement. L'imprévu lié au logement, il n'aura pas le même coût pour quelqu'un qui a un studio que pour quelqu'un qui a un T4, par exemple, dans Paris. Et du coup, voilà, s'il est propriétaire ou locataire, pareil, ce ne sera pas les mêmes montants. Donc, c'est pour ça que je pensais bien de raisonner en salaire. Parce que en général, déjà, on va gérer notre budget en fonction de notre salaire. Et donc, du coup, notre niveau de vie, notre confort de vie va être réglé sur notre salaire, quoi. Sachant que ça, c'est vraiment toute la difficulté quand tu es dans des très bas salaires, tu as vraiment du mal, alors c'est pas où tu vis, mais à mettre quoi que ce soit de côté, en fait. Hein, donc, tu es toujours sur la crête. Ok, très clair. Alors maintenant, on voit à peu près donc, 3 à 6 mois. C'est la première chose à mettre en place quand tu es plutôt assez jeune. En fait, je dis ça, moi j'ai l'habitude sur les gestions de trésorerie d'entreprise, tu vois, on va chercher à avoir entre 3, 6 ou 6 et 12, potentiellement 12 c'est vraiment très sécure, mais voilà, c'est quand même dur à avoir. Mais en fait, plus tu grossis sur une entreprise, plus c'est compliqué. Ouais. Je m'explique, mais si tu fais pas ça assez tôt, en fait, une entreprise, mettons qui fait 15% d'EBITDA, dont de marge nette, en tout cas, voilà, tous les ans. Imagine si tu fais 10 millions de chiffre d'affaires, tu fais donc 1 500 000 € de marge par an. Réussir à mettre 10 millions de côté, tu vois, ça va te prendre 7 ans, quoi. Ouais. Et en plus, 7 ans plus tard, tu feras 15 ou 20 millions de chiffre d'affaires. Donc, en fait, de rattraper ton 100%, en tout cas, je prends des exemples un peu extrêmes, mais c'est un peu ça. Donc, du coup, au plus tôt tu es capable, sur ton premier job, de faire ça, au plus tu vas être capable de suivre là-dessus et d'avoir ton épargne de précaution. Et à la fois, moi, je trouve que c'est quand même aussi tentant de dire, tu vois, de dire à tout le monde, investis dans l'immobilier dès que tu peux, le plus jeune possible, tu vois. Donc, faut trouver. Alors, du coup, tu es sur des montants moindres, mais c'est difficile tout ça à gérer. Bah, il faut trouver il faut mettre le curseur au bon endroit, mais je pense aussi il faut être. Alors moi, c'est vrai que j'ai peut-être un profil un peu trop prudent aussi par rapport à certains, mais j'aurais tendance à dire, par exemple, si t'es jeune et tu veux investir dans l'immobilier, donc évidemment, c'est une très bonne idée, foncez. Enfin, il faut évidemment le faire. Par contre, pas n'importe comment. Pas n'importe comment, d'une part, mais surtout, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, dans le sens où
si c'est ton premier job et que déjà dans la première année, t'as pas encore ton épargne de dispo et que tu mets, enfin, imaginons, tu gagnes 2 ou 3 000 euros par mois, tu arrives à mettre 5-6 000 euros de côté sur la première année, boum, tu mets tout dans les frais de notaire. Enfin, du moins dans l'apport que te demande la banque. Mais du coup, t'es à sec. T'as pas d'épargne de précaution. Donc, ok, très bien, t'es allé au plus tôt et t'as fait vite ton investissement immobilier. Par contre, tu dois le savoir, hein, dans l'immobilier, t'as des imprévus, t'as forcément plein de trucs que tu calcules pas, surtout au début, des trucs que tu penses pas à tout. Et si aux premiers imprévus, au premier entretien à faire, même, il faut acheter des meubles, il faut toujours acheter des petits trucs en plus. T'as la plomberie qui saute, imaginons des travaux, que des choses. t'as pas les reins assez solides pour faire face, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un crédit conso. Donc du coup, tu rentres dans une sorte de cercle vicieux d'endettement, de mauvais crédit, tu vois, contrairement au crédit immobilier qui est un crédit qui t'enrichit sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il faut pas trop se précipiter, tu vois. Alors, je reviens sur ce calculateur, peu importe, il n'existe pas, mais mettons qu'il existe virtuellement. Typiquement, dans ton épargne de précaution, ce genre d'investissement a un impact, j'imagine. C'est-à-dire que là, on parlait des chats, puis des enfants, puis des voitures. On aurait pu peut-être mettre les enfants après les voitures aussi. Mais un appartement, quand tu investis ou quelque chose comme ça, tu dois rentrer dedans une épargne de précaution qui correspond à des aléas possibles. Ouais, alors moi personnellement, je veux dire ce que je fais sur mes appartes, c'est que je distingue quand même mon épargne de précaution pour ma vie de tous les jours et la trésorerie liée aux imprévus de l'appart. Okay. Donc en général, et ça bon, c'est quand même quelque chose de pratique pour... Enfin, je trouve qu'en termes de gestion de budget, c'est quand même pratique de distinguer toujours les comptes liés à ton appart, donc là où tu as ton crédit qui va passer, les loyers, et puis même le potentiel d'entretien, et pas le mixer déjà avec tes comptes perso, tu vois, pour pas que ce soit trop compliqué à gérer. Dans l'idéal, hein, bien sûr, c'est plus simple à... Et tu as des comptes spécifiques, un compte par appart ou par... Alors, sur une banque traditionnelle ou c'est des comptes... Parce qu'il y a maintenant, je crois, il me semble que des Lydia, il doit y avoir peut-être des Revolut ou je sais pas, enfin des gens qui te permettent d'avoir des sortes de sous-comptes. Ça fait 10 ans que j'ai demandé ça à mes banques tradis. Je leur disais, mais même si c'est le même compte, juste un sous-compte, au moins un affichage, tu vois, c'est tellement pratique ça. C'est trop bien. Alors, c'est vrai qu'on peut y revenir après. Moi, c'est quelque chose que je préconise beaucoup en coaching budgétaire, c'est que ce soit les épargnes projets ou imprévus, alors, soit tu te prends pas la tête, tu mets tout sur ton livret A. Ok, c'est un truc fourre-tout, entre 3 et 6 mois. Ça, c'est la base de l'épargne de précaution. C'est ça. Mais 1%. Ouais, donc ça rapporte pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se fixer une limite à ne pas dépasser parce que ça ne sert à rien d'en avoir trop. Il y a un maximum sur le livret A? C'est 22 000, 23 000. Okay. 23 000. Après, tu as le LDD jusqu'à 12 000. Mais voilà. Livret de développement durable, qui est pas mieux en termes de... C'est pareil, c'est 1%, c'est la même chose. C'est juste que c'est plafonné à 12 000. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à les remplir complètement. Fly me to the moon. Hein. Ouais, ok. Donc ouais, ça sert à rien de dépasser les montants, mais... Juste pour je reviens sur ce que tu as dit sur Revolut notamment, que je trouve vraiment top et que moi j'utilise personnellement, c'est que pour mes épargnes, donc tu peux tout mettre, hein, comme on a dit, sur ton livret A sans trop te prendre la tête, mais tu peux aussi les distinguer en faisant des enveloppes virtuelles. Donc, comme tu dis, c'est des sous-comptes. Alors, pour le coup, ils sont pas rémunérés. À la limite, on s'en fout un peu parce qu'on sait qu'avec 1%, on gagnera pas grand-chose. Et là, tu peux créer des enveloppes virtuelles où tu vas mettre une belle image, tu vas te mettre un montant objectif à atteindre. Tu peux même, quand tu fais tes dépenses, arrondir à la dépense supérieure et à épargner en automatique. Et tu peux surtout épargner en automatique tous les mois en te faisant des virements, d'une part de ton compte traditionnel vers Revolut. Et dedans, après, tu fais des épargnes sur chaque coffre-fort. Les enveloppes virtuelles sur Revolut s'appellent des coffres-forts. Et là, soit tu vas t'alimenter certaines épargnes imprévues que tu vas nommer, par exemple l'épargne imprévue voiture, l'épargne imprévue pour le chien, parce qu'a priori ça passe avant les enfants, ou même une épargne projet, par exemple, mon épargne vacances. J'ai besoin de 2 000 euros pour partir en vacances cette année. Ok, 2 000 divisé par 12, ça fait tant. J'épargne ça, et comme ça, le moment des vacances, tu as ton épargne qui est prévue. Donc ça, c'est pas de l'imprévu, hein, c'est l'épargne projet, quoi. Je précise qu'on n'est pas sponsorisé par Revolut. Toi, oui, non plus. Voilà, ça doit être la même chose sur N26. Et je crois, pour citer un Français qui marche bien, je suis quasiment certain, il y a 2-3 personnes qui m'ont montré que Lydia était vraiment extrêmement bien fait. J'ai mon associé, il me semble, Laurent Kretz, qui lui, désormais, reçoit ses salaires sur Lydia et gère tout son argent perso. Ça fait partie de des néobanques, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est vrai que, moi, j'en ai testé que 2 sur les 3 que tu as cités. Je pense qu'elles se valent toutes. Ouais. Hein, c'est le même principe. L'histoire de prix, de commission, de machin, moi. Ouais. Ok, donc on a livret A, livret développement durable.
La base, je pose, je retire, c'est quasiment comme un compte en banque. C'est en fait, c'est instantané. faut quasiment avoir un truc où bon, c'est mieux que ton compte courant parce que t'as quand même 1%. Ouais, c'est toujours ça. Bah, d'une part, t'as 1%, et je pense que c'est toujours bien d'avoir, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont toute leur épargne sur leur compte courant. Et ça, je trouve ça dangereux, parce que si demain tu te fais piquer ta carte, ouais, et si t'as 10 000 euros sur ton compte courant, bon, on peut te siphonner ton compte, quoi. Très bien. Donc, bon, je pense que c'est quand même aussi super important de le séparer et que ce soit un peu sécurisé, voilà, pour ça, quoi. Ok, livret A, LDD, je répartis là-dessus, je suis à 22, 23, j'ai tout mon argent dessus, non j'exagère parce que je peux peut-être pas aller jusque-là. Ça c'est ton premier niveau. C'est ça. Il y a quoi d'autre? On met quoi d'autre? On fait comment? On peut faire de la bourse, des cryptos. Les cryptos, non mais c'est disponible à la fois, mais c'est volatile quoi. C'est ça. Et dans la précaution, c'est pas terrible. C'est ça, que ce soit bourse ou crypto, pour l'épargne de précaution, c'est pas l'idéal parce que, comme tu l'as dit, c'est volatile. Et il suffit que tu aies un accident de la vie ou un gros besoin, comme en ce moment où les cryptos prennent assez cher, que tu parles. que tu aies besoin. Imaginons que tu aies ton épargne de précaution sur Luna, par exemple, au hasard, et que tu aies besoin de retirer aujourd'hui. Et ben voilà, t'es pas très très bien. Donc c'est pas forcément l'idéal de placer. Sachant que je sais pas sur les cryptos, mais il faut quand même comprendre que ça reste des marchés achat-vente et il faut quand même avoir une contrepartie. Donc, j'imagine qu'il y a certaines cryptos, c'est même pas si évident de pouvoir les vendre peut-être. Ou les très grosses, les bitcoins, je pense que c'est toujours des achats. Oui, liquide, c'est sûr. Mais est-ce que les petites cryptos, je pense qu'il faut juste être certain qu'il y ait c'est toujours un jeu d'achat-vente. Donc, ouais, bien sûr. Et si la personne qui achète derrière, tu peux vite être embêté. Ok. Généralement, il y a suffisamment de volume pour pouvoir vendre. Ouais, en général. Mais c'est clair que non, en épargne de précaution, on n'ira clairement pas sur des cryptos, on va dire, même le Bitcoin, qui est considéré comme la plus sûre des cryptos, on n'ira pas du tout là-dessus. Et même sur les actions en bourse, enfin, c'est pas forcément l'idéal pour de la précaution. Sur des index, quoi. Peut-être éventuellement. Pas tout de suite. On va dire que l'étape qui suivrait, si... Je viendrai expliquer l'index après, du coup. Ouais, pas de souci, on pourrait l'expliquer. Je dirais l'étape d'après, on va dire, quand tu as ton livret A qui est rempli, ça peut être déjà une assurance vie. Ouvrir une assurance vie sur un fonds euro, par exemple. Le fonds euro, alors, il va pas rémunérer beaucoup, beaucoup plus que le livret A. Moi, j'aime bien dire, en vulgarisant, que c'est une sorte de livret A boosté, parce que souvent on arrive à avoir du 1,5 ou 2% suivant les contrats. Toujours x2. C'est toujours x2, et contrairement à une idée reçue... Garantie ? Ouais, le fonds euro est garanti. Tu sais, quand tu le signes, tu vas avoir 2%. Alors non, pas forcément. Alors ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend des contrats. Okay. Et souvent, pour avoir des rendements aussi importants en fonds euro, il faut souvent une part en unité de compte. Okay. Donc on y reviendra justement après. Mais voilà, on va dire... Tu peux avoir en général du 1,5% sans trop de problèmes avec une assurance vie, une bonne assurance vie. Et ça, j'allais parler d'une idée reçue à casser sur l'assurance vie, c'est que souvent, les gens pensent que en mettant l'argent sur une assurance vie, l'argent est bloqué 8 ans. On pense souvent ça. Alors qu'en fait, il y a un avantage fiscal au bout de 8 ans, qui est certain, et on pourra le détailler si tu le veux après, mais c'est liquide, c'est-à-dire que tu peux retirer en général, tu as l'argent entre 48 et 72 heures sur ton compte. Et donc, c'est-à-dire que tu peux placer ton épargne de précaution, si tu veux, sur le fonds euro d'assurance vie. Donc, c'est de l'épargne garantie. Ça ne peut pas baisser, même en cas de crise. Et tu l'as sur ton compte en 3-4 jours, quoi. Et il y a des frais quand tu rentres et que tu sors sur les assurances vie ou pas? Alors, ça dépend quelle assurance vie. Si tu es sur une assurance vie de ta banque traditionnelle, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter fortement. Comme d'hab. Comme voilà, c'est ça. Ils ont oublié de passer, de changer de siècle. Mais sur les bonnes assurances vie en ligne, voilà, t'as pas de frais d'entrée ni de sortie. Mais alors, ils se rémunèrent comment? Ils prennent un cut sur les performances ou... Alors, le rendement qu'ils donnent sur les fonds euros, c'est net de frais de gestion. Okay. Donc, dans tous les cas, avec l'assurance vie, tu as toujours des frais de gestion. Voilà, les meilleurs vont proposer un certain pourcentage, mais dans tous les cas, tu as des frais de gestion, mais toi, le rendement que je t'ai dit de fonds euros, il est net de frais. Donc, tu peux m'en citer 3 assurances vie en dehors? Enfin, je dis 3 pour juste, pas justement. Alors, ça va dépendre si tu veux de la gestion libre. C'est Bourso qui fait ça, Alors, Boursorama en font aussi. Nalo, je sais pas, justement. Ça va dépendre si tu veux de la gestion pilotée ou de la gestion libre.
Sur la gestion pilotée, Nalo, c'est clairement C'est concurrent, très bien placé aussi. Ouais. Et en gestion libre, tu as Linksea par exemple qui est très bien aussi. Qui est venu ici, ouais. Ok, oui. Et voilà, qui en termes de support et frais sont bien. Ok. Et voilà, tu trouves tout. Là, tu rentres, tu sors, c'est facile. En une expérience utilisateur, c'est facile aussi. Ouais, c'est bien fait, tout est en ligne. Ils sont joignables aussi par téléphone si besoin. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui sont récentes, nouvelles et qui marchent très bien. Et voilà quoi. Et ce qu'il y a de bien, voilà, justement, c'est que c'est plus liquide que ce qu'on peut l'imaginer, parce que comme je te dis souvent, les gens pensent que sur une assurance vie, c'est bloqué 8 ans, alors que non. Si tu mets ça sur ton fonds euro, c'est du garanti. Alors, c'est quoi cette histoire de 8 ans? C'est juste un avantage fiscal. Donc, si je mets, j'arrive, je mets 10 000 euros sur mon assurance vie, je les garde 8 ans, je les retouche pas, je fais 1,5% par an, je me retrouve avec 10 800 euros au bout de 8 ans, je sais pas. Et voilà, tu te retrouves, non, du coup, moins, puisqu'il y a eu de l'inflation. Non, tu as quand même 10 800, mais tes 10 800 valent moins par rapport au monde extérieur, on va dire. Exactement. Tu sors et t'as quoi? Tu payes pas de fiscalité sur ces 800 euros de gagné, c'est ça? Alors, tu payes juste moins d'impôts que si tu étais sorti avant. Okay. Alors, tu payes la CSG, mais tu payes pas d'impôt sur le revenu. Alors que si tu sors avant les 8 ans, alors je vais simplifier parce que maintenant, depuis 2017, il y a eu plein de nouvelles règles qui font que tu as eu des versements avant 2017 et après, tu n'as pas exactement la même imposition. Mais je vais simplifier grossièrement. En gros, c'est avant les 8 ans, tu es imposé sur la flat tax, donc 30% sur tes gains. Et si tu sors après les 8 ans, tu es imposé à 17,2 sur tes gains, sachant que tu as un abattement, à bout de 8 ans, tu as un abattement de 4 800 euros, 4 600 par an sur les gains que tu sors. Il faut quand même gagner beaucoup pour être imposé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment qu'une histoire d'avantage fiscal, hein, okay. qui est exactement la même que sur le PEA en fait. Et après 8 ans, en fait, tu rentres, tu sors et tu as toujours Non. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et justement, contrairement au PEA, sur l'assurance vie, si tu sors avant les 8 ans, alors certes, tu payeras 30% le 17,2 sur tes gains, mais tu fermes pas ton assurance vie. Et c'est ça qui est intéressant. Contrairement... C'est qu'on te dit qu'il faut prendre date, c'est ça? Exactement, prendre date. Mais tu vois, contrairement au PEA, où quand tu sors de l'argent avant les 5 ans, là, tu fermes ton PEA. C'est pour ça qu'en termes d'épargne de précaution deuxième level, si je peux me permettre, l'assurance vie est quand même bien mieux placée que le PEA. Parce que PEA, c'est plan épargne action, c'est ça? Exactement. Tu dois laisser tout ton argent dedans. C'est ça. Si tu le sors avant les 5 ans, alors tu peux, pareil, ce n'est pas bloqué, tu peux le sortir, mais du coup, tu perds tout l'intérêt de l'investissement long terme et tout l'intérêt de l'avantage fiscal que tu auras au bout de 5 ans. Ok. Donc, premier niveau, tu dis donc finalement livret A, LDD, assurance vie. Alors, je dirais que le deuxième niveau serait l'assurance vie, je dirais. Ok. Et on est bien, là, tu as des choses dispo, des comptes, tu peux limite ouvrir ces 3 comptes là maintenant, tu mets 500 euros dessus et puis après tu fais des petits versements c'est ça. En fonction de... Okay. Et du coup, on va dire que ton livret LDD, tu mettrais où? Tu peux avoir même qu'un des deux, tu auras ton épargne, voilà, tes 3 mois de salaire minimum pour, en cas de gros imprévus de la vie où tu as besoin d'argent tout de suite. Tout ce qui est au-dessus, tu peux, et que tu veux encore avoir une partie qui est pas trop risquée, hein, tu peux dire, ok, fonds euro, assurance vie. Et puis après, on rentre un peu dans l'étape un peu moins safe, hein, qui est dire tu peux éventuellement t'exposer aux actions. Alors là, du coup, c'est forcément moins axé épargne des précautions parce que c'est plus volatile. Et c'est là où on en vient éventuellement aux index. Donc, je pense que c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure, à parler des ETF. Ouais, alors du coup, là, on passe sur une sorte de deuxième niveau où tu te dis, ok, c'est un endroit où je peux gagner, je peux perdre, mais c'est dispo, quoi. Donc, c'est pas de l'immobilier, c'est pas ultra volatile comme des cryptos ou des actions spécifiques en bourse, quoi. Tu vas pas faire ce qu'on appelle les penny stocks, là, les mini actions de petites boîtes que tu connais pas qui peuvent perdre 30% en 2 jours, tu sais pas pourquoi. On est vraiment sur des trucs relativement safe. Donc les index, qu'on appelle les index, ce sont donc le CAC 40, on l'explique à chaque fois, mais bon, il y a des nouveaux qui arrivent à chaque épisode. C'est bien de le répéter. Ça va être éventuellement le S&P 500. Le S&P 500 en Allemagne, je réfléchis, c'est le DAX. Le DAX, exactement. Donc tu vas te mettre sur certains index. Finalement, plus il est large, le S&P 500, c'est 500 sociétés qui sont les plus grosses
sur le standard aux États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu as normalement les meilleures actions, les plus grosses valorisations. Et historiquement, on se dit que sur 20-30 ans, ça monte, quoi. Alors, des trucs sur lesquels il faut être capable de se poser et d'attendre. Ou à la fois, si tu l'as posé 2 ans et que tu as besoin de l'argent maintenant, et que tu as gagné 10%, 20%, c'est bien. Si tu as perdu 20%, c'est relou, mais tu as toujours, C'est toujours, ouais. 80% de ton cash dispo. C'est ça. Et puis, après, alors tu parlais des index, j'en rajoute juste un qui est intéressant, je pense, c'est l'indice monde, hein, le MSCI World. Ouais, MSCI World, ouais. Qui est encore plus diversifié et un peu moins volatile. Alors, il se rapproche du S&P 500 parce que le MSCI World, il est composé en majorité d'actions américaines. Mais, vas-y. Mais ça permet d'avoir, d'être ultra diversifié en un seul ordre, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et contrairement au stock picking, donc au fait de choisir ses actions individuellement. Ouais, je pique, je prends un stock. Donc, stock, c'est une action. Pique, je le choisis, en fait, ouais. Et ça permet d'être, on va dire, que ce soit moins risqué parce que, au lieu, alors certes, on a moins de chances de faire plus 30 ou plus 40% sur l'année. Ton pote qui arrive qui dit j'ai fait 30% sur Tesla. Qui va faire un x2 ou un x3 sur un truc. Ouais. Alors certes, on fera pas un x2 ou un x3 avec un ETF. Par contre, le jour où ça crache, on fera... Enfin, ton pote qui a fait x2, il va peut-être faire moins 50. Ouais. Et quand lui fera moins 50, toi, tu feras peut-être moins 10 ou moins 20. Ouais. Parce que, voilà... Moins 10, t'es resté longtemps sur la descente, ouais. Et voilà, ça permet vu que tu as 1600 boîtes ou 500 boîtes, si tu as le S&P 500... en un seul ordre, ça permet de lisser ton risque, on va dire. C'est très clair. Techniquement, juste comprendre les ETF, des termes qui viennent souvent, donc sont des sortes de trackers. Alors, les index, l'avantage quand tu rentres dans un index, et alors via des ETF, c'est que tu vas rentrer évidemment dans un index sans acheter les 500 actions ce que tu peux pas forcément faire facilement d'ailleurs. Il faut beaucoup d'argent, de l'argent et du temps. Et là, tu peux le faire soit de manière organique, c'est-à-dire ce sont des ETF qui vont acheter vraiment réellement, rentrer, sortir, soit de manière totalement synthétique, qui sont des produits financiers qui vont reproduire exactement la performance de l'indice. Ok, très clair. Et là-dessus, il y a en plus un effet qui s'ajoute, c'est sur tous d'ailleurs quand même, c'est l'effet des intérêts composés quand même. C'est-à-dire que si tu rentres, tu te mets un automatisme qui te dit en fait tous les mois, je rajoute 100 euros, même pas beaucoup d'ailleurs, parce que finalement ton niveau de vie augmente, donc ton épargne de précaution augmente en parallèle. Finalement, tu as quand même un effet d'intérêt composé où si jamais ça baisse par moment, quand ça remontera, en fait, tu devrais aussi gagner sur le long terme. Ouais, c'est là toute la magie, on va dire, de ce qu'on appelle la méthode DCA, ouais. Le Dollar Cost Average, que je sais que tu connais bien, qui te permet en fait d'acheter régulièrement et donc d'une part d'éviter de subir à tes émotions et de paniquer, on va dire, quand ça baisse. Tu dis, bon, ça baisse, tant mieux, j'achèterai moins cher. Parce que je suis convaincu que de toute façon, sur le long terme, je crois au fait que ça montera, donc j'en profite pour en avoir plus. Et donc voilà, quoi, ça permet... le DCA te permet ça, quoi. Et là-dessus, tu peux le faire, donc si tu commences tout ça, cette stratégie, en fait, il faut faire le premier rideau d'un coup, entre guillemets, parce que finalement... le PEA, l'assurance vie, le livret de développement durable, t'as pas de risque, donc tu peux mettre tout là-dessus. Et puis, tu peux te dire sur les 6, 8, 10 premiers mois, surtout dans des périodes incertaines comme ça, je vais pas rentrer tout sur mon plan épargne action et sur mes actions et mes ETF ou mes index. Et je vais rentrer petit à petit sur les 10, 15, 20 premiers mois en partant direct du PEA ou du LDD au PEA, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, pareil, si on revient sur le côté épargne de précaution, faut penser en fait qu'à chaque fois qu'on met de l'argent sur le PEA, l'idéal c'est vraiment pas de le toucher avant 5 ans, quoi. Parce que sinon en fait tu perds tout l'intérêt de l'investissement long terme, tu vas fermer ton PEA, donc en fait après tu repars à zéro pour ton avantage. Mais si tu mets 5000 et que tu en sors 1000, tu dois fermer le PEA. Ouais. Ok. C'est pour ça que le PEA, si on reste dans l'optique de on peut retirer un peu l'argent quand on veut, le PEA c'est pas l'idéal. Alors le PEA, ça reste. Tu peux retirer quand tu veux, mais tu perds un gros bonus, quoi. C'est ça. C'est toujours mieux que l'immobilier, parce que l'immobilier, tu peux mettre 3-6 mois, tu peux rester collé complètement avec un bien. Okay. Et donc, c'est vrai que le PEA, il faut se mettre en tête que voilà, c'est de l'argent qu'on ne touchera pas avant 5 à 10 ans, sinon on perd tout l'intérêt du PEA. Même si je pense que c'est un très très bon support et qu'il faut l'utiliser. C'est vrai que si on veut mettre de l'argent et se dire, OK, je peux le retirer vraiment quand je veux, l'assurance vie serait un peu mieux parce qu'on se dit que on peut le retirer sans la fermer.
Et en plus, sur l'assurance vie, voilà, on a la part fonds euros, donc qui est complètement safe. Et on peut investir en ETF aussi avec une assurance vie. Et donc, du coup, après, choisir sa répartition, son allocation, en disant, voilà, je mets 50% fonds euros. Après, à vous de voir en fonction du profil et de la version au risque et tout ça. Mais on peut s'exposer aux ETF avec une certaine proportion, partie safe fonds euros et partie un peu plus risquée ETF. Très clair. Il y a d'autres choses à faire dans l'épargne de précaution, à savoir, à comprendre? Alors, l'épargne de précaution, pour moi, vraiment, le livret A, assurance du fonds euro, voilà, c'est clairement les deux meilleurs, les deux premiers levels. Après, si on veut aller un peu plus loin, je ne nommerais pas ça épargne de précaution, je nommerais ça plus épargne liquide, on va dire, récupérée. Le compte titre, ça peut être pas mal parce que c'est quelque chose de très liquide. Il y a pas tu sais, cet avantage fiscal au bout d'un certain temps. Donc c'est comme le PEA, sauf que t'as pas de carotte fiscale, quoi. C'est ça, c'est 30% tout le temps sur tes gains. Après, ça reste des actions, donc forcément, il faut pas mettre l'argent dont on en a besoin dessus. Par contre, moi, je trouve intéressant quand on a un compte titre, d'avoir toujours à l'intérieur de son compte titre une petite poche de liquidité. Donc, je dirais au hasard 20%, tu vois, 20% de liquidité qui n'est jamais investie. D'une part, ça te permet d'avoir cette poche-là que si vraiment tu as envie d'avoir cet argent, tu le retires sans forcément vendre tes actions à perte ou à gain. Et en plus, si demain tu as un crash et que tu veux profiter, renforcer à la baisse, tu as cette liquidité qui est dispo. Ok. C'est vrai que... Alors moi, je suis pas champion sur le PEA, je suis plus surtout compte titre, pouvoir rentrer, sortir, etc. Mais il y a un truc dans le PEA qu'on n'a pas noté parce qu'en plus, tu peux faire aussi des choses pas du tout liquides dans des PEA. Notamment, moi, j'ai des investissements dans des startups que tu peux faire via un PEA aussi pour défiscaliser tes... mais c'est pas forcément ça recommandé dans ton épargne de précaution. Complètement pas. Et c'est comme, du coup, tu me fais penser, on n'a pas parlé parce qu'on dit l'assurance vie c'est bien pour fonds euros, ETF, c'est liquide, tout ça. Par contre, dans le même principe, si on va sur une SCPI par le biais d'une assurance vie, pareil, c'est pas du tout liquide. Alors, c'est vrai que les acteurs des SCPI te disent c'est quand même assez liquide. Ils te disent généralement en 2-3 mois, tu peux ressortir. Mais voilà, en général, tu as des frais d'entrée. Alors, pas toutes les SCPI peuvent être proposées de rentrer, mais la majorité du moins en demande, en général 8-10%. Ouais, en gros, si on devait comparer aux néobanques, les néo-SCPI, qu'on connaît certaines ici, certains sponsors qui sont venus, d'autres pas, mais ils sont quelques acteurs, voilà, se mettent en face des anciennes en disant, regardez, moi, j'ai pas de frais d'entrée. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Si tu sors trop vite, il se passe quelque chose. C'est ça, en fait. T'as soit les SCPI traditionnels qui vont te prendre 8-10% de frais d'entrée, ce qui veut dire que si tu sors ton argent au bout de 2-3 ans, en fait, tu perds de l'argent. Et les néo-SCPI, comme tu dis, certes, ils prennent pas de frais d'entrée, mais si tu sors avant 2-3 ans, je crois que c'est 3 ans en général, ils te prennent des frais supplémentaires. D'accord. Mais ça vaut quand même généralement le coup parce que ces frais supplémentaires n'atteignent pas les 10% des autres. Oui. Ça dépend au bout de combien de temps tu sors. Faut garder les contrats, quoi. C'est ça, faut regarder les contrats. Mais de toute façon, de manière générale, c'est vrai qu'une SCPI, l'idée d'une SCPI, c'est pas d'y rester 2 ans, quoi. Et l'idée, c'est pour ça que les néo-SCPI proposent, fonctionnent de cette façon, c'est que ça incite quand même à ce que ce soit du long terme. Parce que pour eux, c'est pas intéressant si tu restes que 1 an dedans. La récolte, si tu commences à trader sur la SCPI, en fait, ils doivent vendre des immeubles limite, quoi. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de frais liés, à la gestion des immeubles, tout ça. Donc, c'est pas intéressant pour eux non plus. Donc, t'es sur un rideau un peu plus lointain, c'est-à-dire que c'est quasi liquide, pas vraiment, pas complètement. C'est ça. C'est possible d'en sortir, mais avec des coûts. Ouais. Et donc, tu t'y retrouves pas, quoi. C'est pas vraiment intéressant. Alors que sur du fonds euro, tu auras quand même gagné de l'argent le temps que tu auras placé, même si tu restes 1 ou 2 ans, tu aurais gagné pas beaucoup, mais tu aurais gagné un peu et tu peux le sortir facilement. Sur les actions, sur un ETF, on va dire une unité de compte sur une assurance vie, là voilà, du coup ça dépend du comportement des actions, hein. Donc t'es exposé aux actions, donc tu peux ressortir à perte, hein, si tu ressors, mais tu peux aussi ressortir en plus-value. Ok, je résume un truc où je te donne mon interprétation si tu vas me dire si elle est bonne. On a l'épargne de précaution, donc qui est un peu le truc qui est gravé dans le marbre au cas où, qui doit être entre 3 et 6 mois. C'était très précautionneux ces 6 mois. Au-delà, honnêtement, ça sert à rien. Tu vois, là, tu peux aller chercher justement des SCPI ou des choses, même si tu veux être safe, mais ça sert à rien. Enfin, normalement, tu dois pouvoir gérer ta vie, même en cas de coup dur. Il faut pas être stressé au-delà de ça. 3 mois, c'est le mini. En dessous, il faut quand même faire gaffe. Ok, on est à peu près, il y a un consensus là-dessus. Ça, c'est
lifelong, quoi. Faut toujours avoir ça dans ta vie à peu près, et ça doit grossir avec ton niveau de vie, tes salaires, etc. Donc petit à petit, ta situation personnelle ta situation aussi, perso. En effet, si t'as plus tes enfants chez toi, etc., ça peut se resserrer un petit peu, mais généralement tu vas avoir peut-être une résidence secondaire. c'est ou, ça. Tu vas augmenter ton Ferrari. niveau de vie. et du coup, voilà. Mais ça, c'est quand je dis lifelong, c'est un truc qui est une sorte de boule qui est là à côté de toi, qui doit grossir, qui est ta safe place, voilà. En plus, après, tu vas avoir éventuellement ton rolling, tes dépenses où tu sais on parlait tout à l'heure de vacances, on parlait de projets, etc. Par exemple, de mettre de côté pour un achat d'appart. Ça, finalement, ça vient encore après. Ouais. Donc là-dessus, tu vas quand même rajouter des choses où tu veux pouvoir avoir des liquidités. Donc tu peux utiliser quand même tous ces outils dont on vient de parler pour mettre tes liquidités là-dedans. Mais c'est quand même des dépenses, les vacances, 2-3 fois par an. Tu vas aller au ski ou je sais pas où, peu importe, en Normandie où tu veux aller. Et puis en Colombie. Et puis ça, bon, ça ressort. Et après, tu peux avoir en plus, on va dire 2 autres poches. J'essaie de faire ça, que tu vois, je schématise ça dans ma tête, mais une qui serait peut-être des gros invests ou les choses où tu veux vraiment faire. Donc là, l'IMO, les choses comme ça qui seront pas du tout dispo, mais qui vont vraiment t'enrichir big time sur le long terme avec des gros effets de levier. Donc ça, c'est je pense principalement à l'immobilier, mais il peut y en avoir d'autres, sous différentes formes, hein, SCPI en direct, LMNP, on a vu ça ici, tout ça. Et enfin, finalement, ça c'est quasiment le bout du bout, sauf si vraiment t'es un peu fucked up, mais t'as, je vais mettre les cryptos, mais une sorte de trading où t'as envie juste de te faire plaisir ou de te dire en fait là-dessus je vais prendre un max de risques, mais le résultat est pas garanti, quoi. C'est ça. Alors là, sur le dernier point, on sort quand même du concept d'épargne de précaution. Parce que Oui, non, mais tout le reste, enfin, oui, ok. L'immobilier, tu mets ça dans l'épargne de précaution? Non. Non plus. Je trouve que c'est vraiment important de distinguer ton épargne de précaution qui va être là en cas de coup dur et l'épargne que tu mets pour payer ton apport, quoi. Parce que une fois que tu vas réaliser ton projet, c'est pour ça que je le mettais dans une deuxième poche à part. Oui. Et c'est important évidemment d'épargner pour ça, mais vraiment de le séparer parce que le jour où tu vas avoir ton prêt, la banque va te demander évidemment tout et du coup il te restera plus que ton épargne de précaution. Donc imaginons que tu comptes un peu sur ton apport d'épargne de précaution, enfin pour avoir l'épargne de précaution, il suffit que tu aies un accident de la vie au moment où tu dois arriver pour payer ton apport, tu te retrouves à sec, quoi. Et est-ce que tu peux du coup dans certains de ces, si tu parlais de Revolut, on parlait des autres là tout à l'heure, tu peux faire des PEA et des trucs comme ça dans toutes ces banques-là ou pas forcément? En Revolut, tu peux investir en crypto. Je crois que tu peux investir sur un compte titre aussi, pas PEA, parce que du coup, c'est des néobanques qui sont pas françaises, donc tu peux pas faire de PEA. Du coup, non, mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux fractionner des PEA ou peut-être pas PEA, des LDD, des livrets A, pour dire ça va pour mon épargne de précaution et ça va pour mon futur investi immobilier. Ouais, complètement. Mais ce que je disais sur Revolut, tu as ce concept d'enveloppe virtuelle. Ouais. Mais ça peut aller aussi sur un livret A. Il y a des livrets A Revolut? Non, il n'y a pas de livret A. Non, c'est ça. Donc, sinon, il faut ouvrir plusieurs livrets A. Tu as le droit? Non, tu n'as pas le droit. Non, c'est un seul livret A par personne, un seul LDD par personne. Après, si tu veux reproduire le concept de Revolut avec les enveloppes virtuelles, tu peux le faire avec ta banque traditionnelle et ce sera avec ce qu'on appelle des comptes surlivrés, donc des CSL. Ok. Alors ça rémunère à 0,05%. Attention, faut pas compter dessus pour gagner de l'argent, mais ça a l'avantage de n'avoir aucun plafond de versement. Donc on va dire si vraiment tu es ultra précautionneux et que tu veux et que tes livrets sont pleins, tu peux encore épargner auprès de ta banque. Mais ça peut être, par exemple, ça peut servir quand même si demain tu vends un appart et les ultra précautionneux qui sont full compte surlivré, ils écoutent pas la martingale à mon avis. Par exemple. Je pense, mais... Non, mais ça peut être utile si par exemple demain tu vends un appart, tu fais une plus-value de 100 000 euros, tu pourras pas remplir tes livrets avec. Et si tu veux réutiliser 100 000 euros dans un mois pour en racheter un, ça peut être un tampon en attendant pour les utiliser. 100 000 euros, 0,05, ça fait quoi? Ça te fera pas gagner beaucoup. Non, ça fait 50 ou 500, je sais pas. Ça doit faire 50. 50. Voilà. Très bien. Mais c'est pas ça qui te fera gagner de l'argent. Non. C'est vraiment un truc qui te permettra de stocker ton argent en attendant de le réutiliser. Très clair. Écoute, moi, ça me semble hyper, tout ça super limpide. Bravo. On voit que tu as bien appris à clarifier tout ça. T'as une martingale à toi? Pas
Alors, j'ai envie d'en dire, j'en ai deux, mais je vais essayer de la mettre dans la même. Alors, elle est pas, comment dire, elle est pas révolutionnaire, mais voilà, moi je pense que la stratégie DCA ETF, enfin pas ETF, stratégie DCA sur tout ce qui est volatile. Donc, quand je dis volatile, ça va être action en crypto. Ouais. Faire du DCA sur tout ce qui est actif volatile, c'est quelque chose qui, moi, selon moi, est une bonne martingale parce que tu réfléchis pas, tu investis tous les mois et tu vas, vu que c'est volatile, tu vas acheter quand c'est bas, quand c'est haut. Et si tu es convaincu que ça monte sur le long terme, ça peut être quelque chose qui fonctionne bien. Si vous êtes arrivé à ce niveau de l'épisode, je ne réexplique pas ce que c'est le DCA, ni l'ETF, ni les cryptos, ni le volatile. Et du coup, la deuxième... Pardon, je te pose là-dessus, souviens-toi la deuxième. C'est hyper... En fait, moi, c'est vrai que je prône ça, mais c'est hyper dur. Là, au moment où on enregistre ça, on est sur une période très, très forte baissière. Le Bitcoin a quasiment perdu 50% de sa valeur en 6 semaines ou quelque chose comme ça. Je dis quasiment, mais ça doit être ça. Et donc, continuer à acheter toutes les semaines, moi, c'est ce que je fais. Du coup, je ferme les yeux, je serre les fesses, mais tu sais, c'est vrai que quand ça descend, en fait, quand ça monte, il y a un biais cognitif qui est très clairement là, tu dis, ok, c'est cool. Putain, quand ça descend, alors que c'est probablement là où il faudrait le faire le plus. Il faudrait Sauf même si normalement... ça part dans les limbs, mais c'est aussi là où tu as le doute, tu vois, le doute s'installe, et du coup, t'es passé à 26 000, là, tu vas te dire, putain, il va aller jusqu'à 10. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est vrai que quand ça baisse, t'as ce biais qui te dit, je jette mon argent par les fenêtres, en fait. T'as tous les voyants qui sont rouges. Mais après, si tu dézoomes et que tu prends un point de vue macro, et surtout que si tu te reposes des bonnes questions sur tes convictions, alors si évidemment, je sais pas moi, demain, le Bitcoin est interdit partout, et je pas spéculer sur son avenir, mais si vraiment d'un coup il n'y a plus aucun avenir et que, bon, tu peux te poser la question, est-ce que je continue mon DCA? Mais si les fondamentaux sont toujours là, et surtout si ta conviction forte est toujours là, il n'y a pas de raison d'arrêter. Écoute, ouais, et la difficulté là-dessus, c'est sur les cryptos, sont les sous-jacents. Il faut bien les connaître. Sur l'Ether, il y en a un certain nombre. Sur le Bitcoin, il y en a pas vraiment. Mais quand je dis ça, c'est que tu vois, je sais pas, tu parles de tes convictions. Finalement, tu peux te dire telle entreprise ou tel secteur d'activité, j'y crois sur le long terme. Donc finalement, même si ça baisse, limite, je dois doubler mes investissements tous les mois parce qu'en fait, j'ai un effet d'aubaine parce que ça baisse, donc je vais le payer pas cher et quand ça remontera, j'en aurai beaucoup plus. Sur le Bitcoin, c'est pas facile parce que tu dis, ça se trouve, on s'est tous emballés dans un truc qui mais bon. Mais après, ça... Pardon. Oui, c'est quand même différent entre Bitcoin et crypto et aussi les indices larges. Par exemple, un indice moindre, un S&P 500. Tu raisonnes pas pareil parce que c'est de la bourse, ça a 150 ans. On sait que malgré toutes les guerres, les crashs, machin, ça a toujours remonté. Donc, je trouve que c'est quand même pas la même façon, la conviction par rapport aux indices larges, actions et le Bitcoin. Bon, c'est pas, on va dire, c'est pas trop le même monde non plus, quoi. On peut... Tout à fait. Un autre, tu m'as dit, tu as un autre petit. Alors, c'est pas une martingale, mais c'est plus quelque chose, une façon de penser. C'est de commencer toujours par de petites sommes, plutôt que, comme on a parlé tout à l'heure, hein, si tu as 10 000 euros à investir, mais pas tout de suite 10 000 dans un actif, mais plutôt commencer toujours petit pour voir aussi comment tu réagis. Comprendre. Ouais, voilà. Ouais. Il y a deux choses. D'une part, voir comment toi tu vas réagir avec un investissement. Si ça baisse, comment tu vas réagir. Tu réagis pas de la même façon si tu mets 10 000 ou 50 euros. Et d'autre part, ça te permet aussi de te forcer à apprendre et à creuser le sujet. Parce que je pars du principe que si tu mets pas du vrai argent, ben tu vas pas trop t'intéresser à la chose. Alors qu'à partir du moment où tu mets ton épargne, ton vrai argent, ben même si c'est 50 ou 100 euros, et ben là tu vas commencer à te former, creuser et aller plus loin. Et clairement, c'est pas facile non plus. Ça paraît évident ce que tu dis, mais tu as toujours ce FOMO de tes potes qui ont acheté 50 000 euros de crypto, de Bitcoin quand il valait 2000 et que quand il vaut 10, 20, 30 fois plus, ils te disent oh, j'ai presque 1 million en crypto, etc. Et puis quand ça baisse, ils sont super angoissés. Et puis toi, t'es plutôt à même 5 ou 10 000, tu vois, mais tu les as achetés déjà beaucoup plus cher. Et en fait, t'as toujours peur de perdre ce truc et il y en a qui perdent vraiment un bras et demi ou qui investissent leurs 50 000 euros de crypto quand elle est quand le Bitcoin est à 50 000 quoi. Très clair, t'as raison. Je pense que c'est assez important. Écoute, top. On te suit donc sur LinkedIn.
par exemple alors, évidemment, vas-y. Je suis pas le plus actif sur LinkedIn. Où est-ce que tu es actif? Instagram, principalement. Mon budget zen. Sur Instagram, j'ai un podcast aussi qui parle de finances personnelles. Mon budget zen. Mon budget zen aussi. J'ai un site internet qui s'appelle monbudgetzen. Et j'envoie .com et j'envoie une newsletter aussi tous les lundis matins pour donner des astuces gratuitement sur ses finances personnelles, la gestion de budget, l'investissement en bourse, en IMO, enfin. Ce sont les gens du Sud, ils disent newsletter parce qu'ils parlent comme ça. L'accent qui revient, j'ai plus rien. Écoute, on va pas parler football maintenant parce que sinon on va mal finir. Sinon on risque de s'engueuler. Je te remercie. Je retiens aussi et retenez chose que c'est difficile à faire, mais je pense que c'est à faire. Ce que tu dis aussi sur le why. On revient au tout début de l'épisode et se poser quoi. Prenez rendez-vous avec vous-même si vous êtes seul, avec votre compagne, votre compagnon, votre époux, votre peu importe, mais voilà pour vraiment vous poser parce que ça c'est vraiment des très bons conseils de vie que je pratique plutôt sur mon autre podcast Génération Do It Yourself, mais en fait si tu te mets pas d'objectif, si tu en fait tu progresses pas, t'as rien, tu te laisses porter en fait quoi. Et je pense que dans la finance perso, la finance étant liée à la vie quand même, tu peux atteindre des beaux objectifs. Tes objectifs peut-être c'est pas juste s'enrichir quoi. Ça peut être de la philanthropie si tu veux, tu vois. Hein, mais voilà. Donc je pense que c'est vraiment très important de comprendre ça, se poser sur son why et se poser une fois par an sur combien, comment, et ça change tout. Une stratégie quoi. Exactement. Merci Thomas Creton, à bientôt sur la Martingale et puis on t'écoute donc sur Mon Budget Zen. Abonnez-vous maintenant parce que sinon vous n'allez pas le faire puis c'est la fin de l'épisode. Salut tout le monde, à plus. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.